Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Devoteam Revolve. Ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps, ouais. Je sais pas exactement combien de mois. Je crois que la dernière fois c'était en 2021, donc je pense que ça fait loin, déjà, ouais, ça fait pas mal de temps. On est heureux de vous revoir d'ailleurs. Bah ouais, carrément. Bah du coup, on va se représenter au cas où peut-être on a des nouveaux arrivants ou même des personnes qui nous ont complètement oubliés, ce qui pourrait arriver. Donc du coup, je laisse mon ami Mehdi se présenter. Merci, quel honneur. Donc, comme vous l'avez pu le deviner, je m'appelle Mehdi, Laruelle, sans surprise. Spoil, hein. Ça fait 7 ans et demi que je suis à Devoteam Revolve. Et comme vous le savez aujourd'hui, donc on va traiter d'une thématique autour de certification Terraform. J'en dis pas plus parce que bon, on aura toute la soirée pour en discuter. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions ou autres. Par cette maladie. C'est là que, bien sûr, Devoteam Revolve s'associe dans cette lutte et a décidé, du coup, de peut-être vous aider à mettre cette pierre à l'édifice en mettant en place une cagnotte de dons pour nous aider dans cette lutte contre cette maladie vraiment horrible, quoi. Qui peut toucher tout le monde, on le rappelle, hein, aussi Oui. bien femmes que hommes, et même dans votre entourage peut-être, vous connaissez peut-être quelqu'un ou autre. Donc voilà, on a une cagnotte, plutôt Devoteam Revolve, on a une cagnotte. Exactement. Sur lequel on souhaite justement aider à contribuer un peu à tout ça. Et donc n'hésitez pas, on va vous envoyer justement cette cagnotte dans le chat. Et donc n'hésitez pas, si vous pouvez, hein, tous les dons comptent pour lutter contre ce cancer. Exactement. Eh ben, je pense que après avoir fait cette magnifique introduction, on va pouvoir un petit peu parler de notre thème du jour, j'ai envie de dire du soir, hein, parce que la nuit est tombée, en tout cas à Paris. S'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent un peu partout dans le monde, eh ben, bienvenue. Donc on va parler de Terraform, HashiCorp Terraform, et plus précisément de la certification. Donc on aura l'occasion justement de parcourir un petit peu. Donc pour ceux qui veulent passer à la certification, est-ce que tu veux passer à la certification? J'aimerais passer cette certification, Mehdi, mais malheureusement, je suis un mouton égaré. Explique-moi. Eh ben, c'est parfait. Donc, tu n'as jamais passé la certification, mais tu veux passer la certification. Parce que si tu m'aurais dit le contraire, que tu ne voulais pas passer la certification, bon, ça aurait posé un peu un problème. Et non, ça ne m'intéresse pas. Bon, parfait. Donc, on va parler un peu de la certification. Est-ce que tu as déjà commencé à regarder un peu la certification ou du coup tu es un peu perdu dans, on va dire, cet univers? J'ai commencé à regarder un petit peu, à faire des cours sur Terraform, sur HashiCorp Learn, sur Cloud Guru aussi. Okay. Je me suis un petit peu lancé dedans, mais voilà, t'es toujours rattrapé par tu reviens du boulot, t'as pas forcément le temps de te mettre dedans. Il suffit qu'aussi tu aies un peu la flemme, hein, tout simplement, ou même pas forcément l'utilité, parce que parfois tu peux te dire ouais mais je sens que j'en ai pas besoin ou quoi que ce soit, alors que c'est complètement faux. Et du coup tu prends pas le temps de le faire, quoi. Exactement. Est-ce que tu as d'ailleurs passé d'autres certifications, peut-être AWS ou autre? Mais est-ce que tu veux qu'on se fâche? Bon, tout ça pour te dire que peu importe les autres certifications, si tu veux démarrer sur une certification, la HashiCorp Terraform est justement, à mon sens, à mon goût d'expérience, la plus facile à aborder. Alors, je rassure tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pratiquer énormément Terraform. On aura l'occasion de parcourir un petit peu. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'aides. HashiCorp cadre pas mal la chose. Donc, je pense qu'on ne va pas être trop perdu pour démarrer, même si vous démarrez. Alors, je tiens juste à préciser, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule certification sur Terraform côté HashiCorp. Ça va être la Terraform niveau Associate. Donc, c'est vraiment un niveau qui, on va dire, ouvert, débutant, sur lequel on n'attend pas un niveau extrêmement poussé sur Terraform. Donc, on ne vous demande pas ici plusieurs années d'expérience, mais plutôt justement de connaître au moins les bases côté Terraform. Donc, on va du coup passer sur notre écran pour voir un petit peu justement de quoi on va parler. D'ailleurs, je te coupe en parlant des certifications de Terraform. Est-ce que tu sais si HashiCorp a mis en place d'autres certifications ici, par exemple pour Vault ou pour le reste? Donc en fait, il y a à ce jour 4 certifications. Ok. Peut-être qu'il y en aura d'autres, et j'espère, et ça va sûrement venir. Peut-être plus poussé aussi sur Terraform. Exactement, probablement plus poussé sur Terraform. À ce jour, il y en a 4. Donc sur 3 produits côté HashiCorp, donc on retrouve sans surprise Terraform, niveau Associate, donc il n'y en a qu'une seule côté Terraform. On a Vault qui a 2 certifications, donc une niveau Associate,
niveau Pro. Ok. Et on va avoir ensuite Consul, sur lequel on va avoir là aussi un niveau qui est Associate. Donc voilà, ça nous fait un total de 4 certifications. Ok, Donc sympa. finalement, il n'y a que la Vault qui se démarque avec Ouais. la certification Pro. Ok. Tous les associés de côté HashiCorp vont avoir à peu près la même mentalité, c'est que l'examen va durer 1 heure. Vous allez payer 70 $ à peu près. Ça va. Pour une certif, Ça va. c'est ok. Par rapport au certif AWS, c'est 2 fois moins cher en fait. C'est 2 fois moins cher. Ça dépend après si tu passes en effet la associate ou la cloud practitioner. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, 70 $, ça reste abordable pour chacun d'entre nous. Et idéalement, si on pouvait justement passer ça en note de frais côté entreprise, c'est encore mieux. Donc du coup, il y a juste les taxes qu'il faudra rajouter. Forcément, ça dépend du pays où ce que vous êtes, etc. Bon, globalement, ça va tourner autour des 70 $. Donc c'est en anglais. Donc il n'y a pour le moment qu'une seule langue. Ça ne sera pas dans d'autres langues, comme ce qu'on peut retrouver notamment côté AWS. Ouais, c'est vrai qu'ils sont passés il n'y a pas longtemps sur du français, il me semble. Exactement, sur pas mal de certifications d'ailleurs côté AWS. Ouais. Pas mal de français ou autres. Après, généralement, les autres certifs côté AWS, ça va être en effet soit de l'anglais, soit du chinois, soit du japonais ou autre. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment pour certaines catégories de personnes ou autres. Bon, en tout cas, nous, on va s'attaquer à l'anglais et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que les mots-clés, en fait, souvent, on les utilise en anglais. Bah, de manière générale, dans l'IT, c'est vrai que même quand tu codes dans n'importe quel langage, quasiment 99% du temps, c'est de l'anglais, quoi. Exactement. Imagine que tu passes la certification AWS en français et que tu devais traduire Eh ben, Docker S3. Tu sais que justement, je m'étais renseigné pour regarder comment ça se passe pour la passer en français. Et au final, quand tu fais le lien entre les noms des services que toi tu connais avec l'habitude, plus les services en français, en fait, c'est même plus difficile de la passer en français. Exactement. Là, côté Terraform, au moins, le sujet est réglé et ça sera en anglais. Ouais. Quoi. Et la certification va durer 2 ans. Donc ça aussi, c'est important si jamais vous souhaitez justement repasser la certification. Si vous avez des questions ou autres remarques, n'hésitez pas à utiliser le chat, bien sûr, pour poser vos questions ou vos remarques. Moi, j'ai une petite question. Le format, par exemple, je sais que pour les certifications AWS, on va avoir un format possiblement en physique et en ligne. Au niveau de Terraform, c'est le même principe? On a le choix ou c'est uniquement le passer en ligne? Alors pour le moment, il n'y a que le passage qui est en ligne. Okay. En soi, c'est pas si dérangeant que ça. Non. Parce qu'on va voir à peu près le format, ça va être 1 heure, sur lequel ça va être surtout un peu des QCM ou ce genre de choses. Vous allez voir que globalement, là-dessus, ça passe assez rapidement, c'est assez simple. Et puis moi, après, perso, je préfère en remote, à distance. Après, c'est vrai que bon, il faut être dans un endroit, etc. C'est un peu compliqué. Mais en effet, très bonne remarque. Du coup, pour le moment, il n'y a que à distance. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra le faire sur un centre d'examen. On verra. S'il y a justement des évolutions, faites-nous signe dans le chat. Si je dis n'importe quoi, s'il y a eu des évolutions entre-temps. Ce que je te propose, du coup, ce que je vous propose aussi, c'est qu'on va aborder les objectifs de l'examen pour savoir à peu près ce qui est attendu. Et ensuite, on verra justement comment se compose l'examen et ensuite comment on peut, qu'est-ce qui peut nous aider justement pour attaquer cet examen avec les bons liens. Okay. Donc ne vous inquiétez pas, côté régie, et d'ailleurs un petit coucou à la régie, on remercie la régie, vont vous envoyer les liens dans le chat, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de retaper le lien côté de votre côté. Alors, au niveau des objectifs, on a 9 objectifs. Là, je suis passé un peu trop vite. On a 9 objectifs. Et vous allez voir qu'il y a des objectifs pour ceux qui ont déjà fait du Terraform qui sont finalement assez simples à aborder. Donc, si on prend le premier, comprendre tout ce qui est infrastructure as code, donc l'IAC, les concepts. Donc, on voit qu'il y a 2 sous-objectifs. Donc, expliquer ce que c'est que l'IAC et décrire les avantages de l'IAC. Donc là, ça ne touche même pas Terraform finalement. Ça peut être n'importe quel outil d'IAC. CloudFormation, exactement. Pour donner un exemple AWS, mais oui. Voilà, c'est surtout une philosophie qui est attendue là-dessus. Donc on verra finalement là sur les documents, ça va pas être du Terraform à proprement parler en termes de code ou ce genre de choses, mais ça va être plutôt la philosophie qui est derrière côté les outils IAC. Le deuxième point, ça va être donc, comprendre l'intérêt de Terraform, contrairement aux autres produits IAC. À ton avis, quel est le point fort de Terraform selon toi par rapport aux autres? Le point fort de Terraform, je trouve que c'est déjà qu'il soit multi-cloud.
on n'est pas obligé d'avoir, contrairement par exemple à du CloudFormation qui est spécialisé pour la WS. Après, je ne connais pas les équivalents au niveau Azure ou quoi que ce soit. Mais le principe de Terraform, c'est que tu puisses avoir tes ressources, que tu puisses recréer sur un autre cloud, bon, avec des noms de ressources qui sont bien sûr un peu différents. Mais je veux dire, tu peux vraiment avoir une infra qui se déploie sur plusieurs clouds en même temps. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une vraie force. Une autre force de Terraform en dehors de ça, c'est que je veux dire, au niveau des mises à jour, c'est assez impressionnant. Ça va assez vite. Moi, quand j'ai commencé Terraform, c'était en 0.11 quelque chose. Maintenant, on est en 1.4 ou 1.5, je ne sais plus. On est en... Donc, on le verra justement un peu plus tard. En tout cas, juste pour rassurer, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, pour le passage de la certification, on va demander au minimum la version 1.0. Voilà. Donc, tout ce qui est au-dessus de la 1.0, vous pouvez pour le moment le laisser de côté. Ce qui est attendu, en tout cas, c'est la 1.0. Ouais, donc c'est vraiment le gap, on va dire, entre les 0 et les 1. Non, c'est vrai qu'il y a eu tellement d'évolution, même au niveau de la syntaxe, au niveau des services qui sont disponibles, parce qu'il y avait des services qui ont été implémentés par AWS plus tard, ou même par rapport à Azure ou par rapport à GCP. Et je veux dire, ils sont adaptés, ils ont réussi à rendre le déploiement beaucoup plus simple. Donc ouais, c'est vraiment partie d'une des grandes forces de Terraform. Et bah, du coup, juste, j'ai oublié de répondre à la question. Donc, on était sur la dernière version, la 1.13, qui est sortie il y a quelques semaines d'ailleurs. 1.13, oh voilà. Ouais. Donc ça, 1.5, j'étais déjà loin là. Donc, ça va venir plus tard. Ouais. Et tu as en effet raison. Donc, là, vous pouvez le voir sur le 2.A, que globalement, c'est surtout tout ce qui est multi-cloud, provider agnostique. Donc, c'est vraiment ce qu'on attend en fait derrière Terraform, c'est que ça ne va pas concerner qu'un cloud en particulier, ça ne va pas concerner que AWS, Azure ou autre. C'est que c'est un outil, comme j'aime le dire, pour tous les gouverner. En plus, voilà, je suis dans la tendance actuelle. Exactement. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, vraiment un outil sur lequel on peut l'utiliser sur pas mal de cloud providers. Après, il ne faut pas se faire à l'idée que ça va être un langage qui va être universel, qui va nous permettre de déployer sur tous les cloud providers. Voilà. Le bénéfice du state, tu vois ce que c'est qu'un le Terraform state? Oui, exactement. Bah, du coup, le Terraform State, pour ceux qui ne connaissent pas Terraform, en fait, ça va vous donner un état de votre infrastructure au moment T où vous allez appliquer votre code. Ce qui fait que, en fait, vous aurez, en cas de modification à la main ou en cas je sais pas, de suppression d'une ressource ou ce genre de choses, quand vous voudrez réappliquer votre code, le state qui sera appliqué actuellement va vous indiquer où lui s'est arrêté par rapport à l'avancée qu'il y a eu à côté, on va dire. Et ça vous permet déjà de vous dire, oula, il y a eu des modifications qui ont été faites à la main, comment je peux les récupérer, et quelle ressource a été détruite, est-ce qu'elle va se recréer, etc. etc. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Exactement, le state va représenter l'infrastructure côté cloud qui a été déployée, ou plutôt infrastructure plateforme qui a été déployée. Donc l'intérêt, c'est d'avoir vraiment un état et que ce state-là puisse être comparé avec ton code Terraform pour voir s'il y a eu un changement entre le code et le state. S'il y a un changement à ce moment-là, Terraform va voir comment il peut corriger le tir. Donc en effet, vous voyez que c'est vraiment là, on est encore dans le principe un peu de legacy, mais un peu plus spécifique à Terraform cette fois-ci. Puis sur le 3, on arrive sur les basiques, installer des versions de provider Terraform, décrire ce que c'est qu'un plugin côté Terraform, la configuration multi-provider. Donc comme on l'a dit, ça rejoint un peu le point numéro 2 avec la partie multi-cloud, où en effet on peut avoir plusieurs providers côté Terraform et on peut déployer en simultané aussi bien sur Azure que sur AWS ou GCP. Et décrire justement comment fonctionne Terraform pour aller récupérer ces providers. Donc une petite note là-dessus. Côté Terraform, en fait, on a Terraform Core et les providers. Je ne sais pas si tu étais au courant de cette différence. Peut-être que tu peux expliquer à notre chat la différence un petit peu entre les deux. Je pense que ça peut être... Yes. Qu'est-ce que le core Exactement. Donc Terraform Core, ça va être vraiment les fonctionnalités de base de Terraform. Donc il va essayer de voir les dépendances, comment gérer les dépendances, les updates, tout ce genre de choses. Et ensuite, quand il doit faire ses actions sur le cloud provider, donc par exemple AWS, il va faire des call API pour justement créer des ressources, les modifier ou ce genre de choses. Et pour ce faire, en fait, il va passer par ce fameux provider. Donc en fait, on va avoir un provider par plateforme. Donc, ça peut être AWS, GCP et j'en passe aussi. En fait, finalement, tout ce qui peut avoir une API peut avoir son provider Terraform. Voilà. D'ailleurs, la liste, je crois, est disponible sur le site. Exactement. Il y en a beaucoup des providers. On peut faire très rapidement un tour. Donc Terraform Provider.
Désolé pour les bruits du clavier. Donc vous voyez que là, on a bien sûr les plus connus, AWS, Azure, GCP, Kubernetes, hein, je vous l'avais dit. Donc dès qu'il y a une API, on peut avoir un provider. Donc on a souvent tendance à ce que ça soit obligatoirement tout ce qui est infrastructure, mais finalement, une API ne va pas aller provisionner que de l'infrastructure. Ça peut être, en effet, tout ce qui peut être base de données ou autre, si une API. Moi, j'en ai fait avec de l'Okta récemment. Et, Okta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service d'authentification. C'est vrai que ça fait partie aussi de l'infrastructure as code. Hein. On n'en parle pas assez, mais je veux dire, ça facilite vraiment tout. Tu n'es pas obligé de monter juste une ressource sur le cloud. C'est vraiment autre chose. Exactement. Donc là, il y en a vraiment un paquet, comme vous pouvez le voir. On va passer très rapidement là-dessus. Ce qu'il faut retenir, en effet, c'est que on aura Terraform Core plus un ou des providers qui vont être téléchargés un peu à la volée par Terraform. Donc ça, c'est vraiment ce qui va être attendu sur ce point de basics qui est vraiment, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un provider Terraform et comment il est géré par Terraform. Le quatrième, ça va être tout ce qui va être core workflow. Donc on va parler de Terraform Import, Terraform State, décrire en fait la partie verbal logging, etc. côté Terraform. Est-ce que déjà Terraform Import et State te parlent? Oui. Alors pour l'import, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que je vais donner un cas, par exemple, un cas d'école. Ça va être j'ai construit mon infrastructure au préalable sans Terraform. Donc j'ai tout fait à la main, je sais pas, ça a été un POC qui va devenir après derrière peut-être de la prod, j'en sais rien, quelque chose un peu bizarre. Mais on va dire, voilà, j'aimerais gérer par la suite ces ressources-là via Terraform. Terraform, ce qui va vous permettre de faire, c'est d'importer ces ressources. Donc vous allez décrire cette ressource dans votre code, donc le décrire avec les options de Terraform comme vous pourriez le faire quand vous l'écrivez de base. Sauf qu'au lieu de l'appliquer pour recréer cette ressource, vous allez pouvoir importer les détails de cette ressource avec bien sûr l'ID de la ressource, possiblement son nom, etc., etc. Et donc du coup, Terraform va après gérer cette ressource. Vous n'aurez pas besoin de la recréer avec Terraform, elle sera importée dans Terraform et Terraform va la garder dans son state pour pouvoir la gérer par la suite. Donc ça vous permet déjà facilement, vous, si vous avez déjà une infra qui est montée, passer sur du Terraform et vous permettre de gérer votre code via Terraform. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. En effet. Et du coup, Terraform State, du coup. Terraform State, ça serait du coup, par exemple, pour lister quelles ressources sont gérées par mon state et me dire, par exemple, voilà, là, je sais que à cet endroit-là, je vais déployer une stack de, je sais pas, de base de données, du cluster, des security groups, enfin bref, je donnais des exemples à AWS. Et d'ailleurs, je me souviens plus trop, peut-être que, je sais pas si je gère vraiment cette ressource-là, donc je vais regarder, donc on peut lister, déjà faire un state list, par exemple, pour lister un peu toutes les ressources qui sont gérées par le state. Ou bien même en supprimer. Par exemple, je me dis, tiens, j'ai créé cette ressource-là, mais je n'ai plus envie d'y toucher pour X ou Y raison. Je peux la state RN de mon state, du coup. Et du coup, en fait, Terraform ne va plus du tout gérer cette ressource. Ok, en effet, ça va être ça. Donc, juste pour revoir un petit peu ça, donc on a le Terraform Import qui permet d'importer une ressource existante et de la gérer côté Terraform. Donc, en fait, on va aller écrire cette nouvelle ressource dans le state. Et enfin, Terraform State, on va avoir une déclinaison de sous-commandes qui ont été listées, donc list, RM, MV ou autres, qui vont en fait manipuler finalement ce state pour aller soit supprimer des éléments, soit pour les renommer, soit pour les lister, soit pour regarder plus en détail une ressource en particulier dans le state. Donc ça, c'est ce qui est attendu sur ce quatrième point. Donc on a vu que ça va être très orienté finalement sur le state. Donc on avait vu finalement dans le 3 comment fonctionnent les providers. Maintenant, on va vous demander comment est géré le state, comment Terraform va se comporter avec le state et les commandes qui vont avec. Et la cinquième, on va parler des Terraform modules. Donc on aura ici 4 points. Donc globalement, on va vous dire ce que c'est que la Terraform Module Registry. Est-ce que ça te parle, la Terraform Module Registry? Terraform Module Registry, je ne veux pas te dire de bêtises, donc je te dirais que non. Je dirais, là, comme ça, comme nom, je dirais que ça serait une sorte de module pré-géré par Terraform qui sont mis à notre disposition, non? C'est à peu près ça. Ouais. Donc il y aura les modules historiquement de la communauté qui étaient présents et en fait, ils l'ont un peu plus étendu. Et maintenant, vous pouvez avoir une registry de modules privée. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un module? Ça va être une abstraction côté Terraform de plusieurs ressources. L'objectif, c'est qu'on va utiliser un module pour s'abstraire un petit peu des différentes ressources. Donc par exemple, on veut créer un site WordPress. On a un module Terraform qui nous permet de déployer cette infrastructure sur un cloud provider, par exemple GCP. Et au travers de ça, le module, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a comme ressources à l'intérieur.
on l'utilise tel quel et voilà. on le déploie. Donc très important, et en fait, on a justement la Terraform module registry. Donc on était tout à l'heure justement au niveau des providers. Ouais. Donc on voit qu'il y a la partie provider et il y a la partie modules. Donc il y a aussi la partie policy qu'on va laisser pour le moment de côté, car ça ne va pas en tout cas nous concerner durant la certification. Donc on voit qu'on a plusieurs modules qui sont gérés par la communauté. On retrouve un des modules les plus utilisés qui est le module AWS. On voit aussi qu'il y a le module IAM côté toujours AWS. Donc vous voyez que Terraform est pas mal utilisé, en tout cas au niveau des modules côté AWS. Et donc on retrouve pas mal de modules qui sont utilisés. Et on a quelques détails qu'on clique dessus sur les informations concernant ces modules-là. Donc là on est sur le module IAM. Donc on a des informations sur le README, comment l'utiliser, les inputs qu'il prend, les outputs, etc., etc. Quelles ressources sont déployées, voilà, en fait, c'est assez complet, quoi. On a vraiment la description de l'infra qui va être déployée par la suite, quoi. Exactement. Ok, donc ça c'était pour la partie Terraform Module Registry. Donc je le rappelle aussi, il y a une version privée des modules, du coup. On peut le mettre du coup dans son GitHub, quoi, en fait, par exemple. C'est un peu dans ce style-là, en tout cas pour les entreprises ou autres qui veulent avoir des modules privés. Donc pareil aussi, donc interagir avec les modules, les inputs et les outputs, décrire le scope, donc bien différencier le fait qu'il y a des variables au niveau de votre stack Terraform, mais aussi au niveau du module, et qui sont totalement dissociés. Ouais. Donc vous pouvez les nommer pareil, hein, une variable dans un module, pareil, une variable dans une stack. Ça ne devrait pas impacter en soi. Et enfin, la version d'un module aussi qui va être intéressante. Donc vous l'avez compris, donc là l'objectif, hein, c'est vraiment orienté côté module. Ensuite, on arrive au niveau du 6. Alors je trouve que le 6, on aurait pu même le placer un petit peu avant les modules, en tout cas, vu la façon comment c'est présenté. Donc ça va être vraiment le workflow cœur de Terraform. Donc on retrouve le Terraform init, validate, les petites questions un peu de certif. À quoi sert le Terraform validate? Ah, je sais pas, Mehdi. Je vais pas te mentir. Est-ce que dans le chat, il y a des personnes? Peut-être qu'il y aurait une réponse dans le chat. Qui peut me sauver? Alors, qui peut le sauver? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Là, comme ça, je dirais que validate, ce serait pour valider ton code, peut-être? Ce serait j'ai envie de te dire oui et non à la fois. Formater, peut-être le... Comment je ne saurais pas comment l'interpréter comme ça. On va laisser un peu le chat réfléchir et on va venir dans quelques instants. Donc juste pour rappel, hein, la question c'est à quoi sert Terraform Validate? Donc à vos claviers pour y répondre dans le chat. Donc on a le Terraform Plan et Apply. Donc le init, plan et apply, c'est les commandes qui sont les plus utilisées côté Classique. Terraform. Le destroy, un peu moins, j'ai envie de dire heureusement, sauf pour les environnements de dev. Sauf si vous aimez... Et on a le FMT du coup qui est une autre commande là aussi. Donc quelle est la différence finalement entre le validate et le FMT? Donc on attend les réponses dans le chat. On va y revenir un peu plus tard sur ces deux commandes. Je vous propose de continuer sur la partie implement et maintain state. Donc là l'objectif c'est qu'on arrive dans un stade de l'usage de Terraform où ça va être plutôt en équipe. On va être plutôt en équipe, on va travailler en équipe. Comme on est plusieurs à être en équipe, eh ben, qu'est-ce qui se passe si jamais on a deux personnes qui travaillent sur... Eh ben, on a des risques de se marcher dessus. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi une des forces de Terraform, c'est qu'à partir du moment où l'un de nous qui travaillons sur le même state, enfin, je veux dire, si on est deux personnes à travailler sur le même state, la personne qui va appliquer son code va ce qu'on appelle locker le state. En fait, Terraform vous permet de vous dire, je sais qu'à ce moment-là, j'ai possiblement une ressource qui va être modifiée, écrasée, supprimée, même ajoutée. Du coup, pour éviter tout problème de modification de cette même ressource, Terraform va locker le state. C'est-à-dire que si une seconde personne a envie derrière de travailler sur le même state, il recevra un message lui indiquant « Attention, ce state est locké par telle personne ». Donc en fait, en gros, il t'informe sur qui travaille dessus. Et ça te permet de te dire, bah, toi, dans l'équipe, ah mais en fait je suis pas le seul à bosser dessus, peut-être que si on est deux on peut commencer à regarder ce que toi tu fais, ce que je fais pour bosser ensemble. Enfin, ça permet vraiment d'avoir un espèce de synchronisation d'équipe en fait, si on peut dire. Exact, c'est exactement ça.
Le lock, en tout cas, le state locking, c'est de faire en sorte que quand une personne fait quelque chose avec son Terraform, il bloque ce state, ce changement de state, du moins il est le seul à le changer, pour éviter que les autres puissent impacter en parallèle ça. Donc en effet, c'est une notion très importante quand on est en équipe. Alors là, je vois que justement, sur la partie Implement and Maintain State, on a la définition du backend, local backend, remote backend. Qu'est-ce que c'est que finalement le backend? Parce que ça rejoint aussi cette notion de travail en équipe. Est-ce que tu as Le backend, ça va être là où va être hébergé un peu ton state en fait. C'est là où tu vas poser ton state, c'est là où tu vas lui donner les informations et les récupérer, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. En fait, c'est le state. Bravo. On peut applaudir à distance. Voilà. Je crois que je suis prêt pour passer à certif. On va le voir dans quelques instants, peut-être, peut-être pas. Donc, en effet, quand vous utilisez Terraform, vous avez le state qui est par défaut en local sur le dossier courant. Donc, le problème, c'est que si vous travaillez en équipe, eh ben, chacun va avoir justement les states de leur côté et vous imaginez la situation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le default local backend, c'est que le state est stocké dans le dossier courant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les remote backend ou les backends de façon assez générique qui vont en fait faire en sorte que ce state-là soit stocké à distance, en règle générale. Ça peut être sur AWS, ça peut être notamment aussi sur GCP, Azure, j'en passe, ou même une base de données. Donc l'objectif, c'est juste de stocker ce state-là, en l'occurrence, et on va vous demander déjà de comprendre justement ces différences entre ce fameux local backend et ce backend qui peut être justement à distance, sur lequel quand vous allez travailler en équipe, vous allez piocher sur ce state qui est centralisé. On a peut-être des réponses aussi. Là. Je suis en train de repenser à notre point sur le validate yes, et le FMT. Je pense que dans le chat, on va avoir quelques petites réponses qui nous ont aiguillés. Alors, on a quelques réponses, en tout cas sur la partie Terraform Validate. Donc, on a une réponse de Topper qui nous dit vérifier les erreurs de syntaxe dans le code. On a EDN ZLive qui nous dit des syntaxes check, logique, check. En tout cas, donc on voit qu'il y a pas mal de check. Ça rejoint un peu la notion de validation finalement derrière. Mais qu'est-ce qui valide finalement concrètement? Principe de validate, je le dirais. Exact. Topper qui rajoute justement le FMT, c'est pour restructurer le code, l'indentation. On a Mister Kekzupik qui dit que validate, ça permet de valider la configuration et FMT pour mettre en forme de façon canonique. Donc, globalement, en effet, vous l'avez compris, il y a quand même une petite subtilité entre validate et FMT. Donc, on va commencer, je pense, par le plus simple, le plus visible, c'est le FMT. Le FMT, c'est pour format, donc pour le formatting finalement de votre Terraform. Alors il faut savoir un petit truc, c'est que le Terraform est écrit en HCL. Tu sais ce que c'est que ça veut dire quoi HCL? C'est le HashiCorp Language. Exactement. HashiCorp Configuration Language. Pas mal, peu de gens le connaissent en tout cas. Donc le HCL en effet, c'est un langage qui est un peu spécial. C'est pas du JSON, c'est pas du YAML, c'est du HCL qui est aujourd'hui en version 2. Il y a justement quand tu es passé à la 0.11 à la 0.12, justement, il y a eu le fameux bond du HCL V2 qui a un peu cassé pas mal de choses. Oui, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un peu galère. Et je pense qu'il y en a encore qui sont encore dessus, quoi, pour te dire. Ouais, je pense. Donc, le FMT, ça va voir justement votre Terraform, ça va le remettre au propre, l'indentation, les espaces, etc., etc. Donc, pas mal de vérifications. Ouais. Donc, en fait, généralement, dans les best practices, quand vous faites du Terraform, vous faites un petit coup de FMT, ça aide pas mal. La lecture après, quand tu fais une review derrière et que tu fais relire par quelqu'un, c'est toujours plaisant d'avoir un code propre, on va dire. Exactement, exactement. Et pour ceux qui utilisent Git, on a le Terraform pré-commit. Alors pour ceux qui ont assisté justement au live précédent, savent de quoi je parle, qui vous permet de faire un git add et au moment où vous faites le git add, il vous fait directement le Terraform FMT. Donc ça vous permet vraiment de, on va dire, faire un petit coup de propre sur votre code avant de faire un git push. Même plus besoin. En fait, on automatise carrément l'automatisation. En fait, ça, c'est bon. C'est bon. L'objectif, c'est que à la limite, tu tapes sur ton clavier comme ça, t'envoies, il te dit erreur ou pas erreur, il s'occupe de faire le café et tout. Voilà, il te remet tout ça bien.
Donc le FMT, c'est vraiment ça, c'est vraiment voir un petit peu cette indentation, les espaces, remettre au propre, etc. Donc il y aura vraiment un effet sur votre code, il va changer. Le validate, quant à lui, il va faire des vérifications syntaxiques. Donc il va vraiment checker au niveau de la syntaxe, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce que la façon dont vous avez fait appel à une ressource, c'est avec le bon nom. Donc, pas mal de vérifications qui sont faites, mais ces vérifications restent assez locales. C'est-à-dire que quand vous faites un Terraform plan ou ce genre de choses, eh ben, on se rend compte qu'il y a des fois des nouvelles erreurs qui apparaissent. C'est vrai. Il y a des choses en fait qui varient en fonction du cloud provider. C'est vrai que parfois tu te dis mon plan fonctionne, c'est ouvert, je vais pouvoir appliquer mon code et en fait tu te rends compte que ça se passe pas comme ça. Exactement. Donc le validate c'est un bon moyen en fait de checker, mais quand vous faites un Terraform plan, en fait derrière il fait déjà le validate et en plus de ça il va pousser les checks un peu plus loin. Donc le validate est assez rare et un peu moins connu des personnes parce que justement dès que vous faites un Terraform plan, il va faire le validate. Il va faire le validate derrière. Mais il faut savoir que le validate, vous pouvez vraiment le faire en offline sans faire appel justement à des call API pour vérifier tout ça. Ok. Donc bravo à ceux qui ont bien répondu dans le chat. Donc on revient sur le set. Donc on a vu ce que c'était qu'un state locking, on a vu ce que c'était qu'un backend local à distance. Et le fait que vous pouvez avoir un backend qui peut être situé un peu partout sur les différents cloud providers. Il y a la notion aussi de drift, donc manager une ressource en termes de drift et le Terraform state. Donc ça là-dessus, vous allez voir qu'il y a certains points qui vont plus ou moins varier sur ce qui est demandé dans la certification. Il faut se rassurer, vous allez voir que c'est des petites utilités des fois ou des petites commandes ou ce genre de choses. C'est juste que quand vous faites un Terraform plan, vous allez voir qu'au niveau de votre code et du state, il y a une différence. Donc la question, c'est comment vous allez gérer ça. Est-ce que vous allez modifier votre code Terraform ou est-ce que vous allez juste faire un Terraform apply pour que Terraform remette ça en mode compliance. Donc ça dépend des use cases. Je ne sais pas toi, dernièrement, c'était comment? Moi, ça m'est arrivé dans une montée de version de Terraform où j'avais oublié de faire un apply de mon state. Donc j'étais passé d'une version 12 à la version 13 par exemple. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le state ne se met pas à jour tout seul si on ne l'applique pas. Et j'ai oublié de l'appliquer. Donc quand j'ai fait cette montée de version après de 13 à 14, j'ai eu un décalage à ce moment-là parce que justement, en fait, le state ne s'était pas mis à jour. Donc c'est vrai que je pense que ça peut faire partie des problèmes qu'on peut rencontrer à ce niveau-là, d'avoir un vrai décalage en fait de version, quoi. Exactement, donc il faut faire gaffe à ça. Et enfin, le dernier point qui est assez important, c'est toute la partie secret management au niveau des state files. Question un peu certif. Je ne sais pas si tu connais l'option pour les variables ou pour les outputs ou ce genre de choses qui s'appelle sensitive. Si. On peut s'en servir notamment pour la partie base de données, il me semble. À quoi sert justement cette option sensitive? Ça te permet lors de l'application de ton code, donc par exemple si on va avoir, je veux dire quand on va renseigner des valeurs dans notre code, donc par exemple le nom d'une base de données, je ne sais pas, sa taille, son volume, enfin bref, ce genre de choses, on va toujours renseigner un mot de passe, ce qui est important à avoir pour une base de données, je veux dire, c'est un peu la base. Le problème, c'est quand on veut appliquer son code, on ne veut pas que ce mot de passe, en fait, ça s'affiche de manière générale lors du plan, par exemple. Et du coup, il me semble que Terraform va mettre en place une sorte de sensitive, en fait un petit message qui indique qu'effectivement cette valeur ne sera pas affichée parce qu'elle est un peu sensible. C'est bien ça. C'est ça. Bravo. Félicitations encore. J'ai avec moi quelqu'un qui est plus ou moins prêt pour l'assertif. On va le savoir dans quelques instants. Mais pour le moment, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Je vais bientôt m'inscrire, je pense. Donc, en effet, la partie sensitive, alors il y a une fonction qui existe. Vous pouvez l'utiliser au niveau des variables, au niveau des outputs. Mais en effet, quand vous faites un Terraform plan ou ce genre de choses, ça va masquer les valeurs. Donc, typiquement, les mots de passe de base de données, les grands classiques, ça va être masqué au niveau du plan. Donc, là-dessus, il faut faire juste attention parce que ça s'applique au niveau du plan. Maintenant, question certification. Pas au niveau du state, par contre. Est-ce qu'elle s'applique au niveau du state? Est-ce que la valeur, le secret... Et malheureusement, c'est l'un des gros problèmes, je trouve, de Terraform à ce moment-là, c'est que en fait,
malgré ce sensitive case, il y aura quand même, si jamais une personne malveillante s'introduit sur votre state, à l'endroit où vous avez stocké votre state, donc dans votre backend, et arrive à récupérer votre state et le lit, malheureusement, le mot de passe sera une valeur qui sera affichée en clair. Donc c'est vrai que c'est pratique, cette valeur sensitive, mais elle ne cache pas tout. Super. Et du coup, ce qui nous amène à une question qui vient assez souvent et qui est assez compliquée quand on s'y lance pour la première fois, c'est que finalement, sur les cloud providers, quand même, tu as besoin d'avoir des accès, des credentials pour y accéder. Ouais. Par contre, tu veux éviter justement qu'ils apparaissent. Par exemple, tu vas aller sur AWS, Access Key, Secret Key, tu en as besoin pour y accéder à ton environnement AWS. Finalement, toi, comment tu t'y prends pour éviter que ces secrets apparaissent dans ton Terraform? Que ces secrets apparaissent que mes credentials apparaissent dans mon Terraform? Ouais. Donc, qui n'apparaissent pas du... qui n'apparaissent pas, oui. Parce que... Alors, comment je peux rendre mes credentials publics? Voilà, ne faites pas ça, surtout pas sur un GitHub public, parce qu'au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, vous n'aurez plus si, vous aurez du coup sur vos comptes AWS du mining avec des instances EC2, ce genre de choses. La facture va être assez salée, donc ne faites pas ça. Mais en effet, donc la vraie question, c'est ok, tu utilises du Terraform sur de l'AWS, tu as des credentials, en fait, comment tu arrives à les faire passer à Terraform de façon, je dirais pas ultra sécurisée, mais faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas justement en clair quand tu fais un git push ou ce genre de choses? Là, comme ça, je dirais que tu le définis dans ton back-end, tu définis le rôle que tu vas utiliser, et lui, il ira chercher à l'endroit où tu vas stocker tes credentials de base, mais je suis pas vraiment sûr. Donc, il y a plusieurs méthodes du coup qui s'appliquent. Et ça, c'est... Là, on vous parle du state, mais ça va au-delà un peu du state. C'est même sur l'usage de Terraform que vous en faites. Ça dépend aussi du provider sur lequel vous êtes. Je pense, ouais. Globalement, ce qui est sûr, et on est tous d'accord là-dessus, et ça s'applique aussi au niveau des variables ou ce genre de choses, etc., c'est que vous n'allez jamais mettre un secret en dur dans votre Terraform, au niveau des fichiers ou ce genre de choses. Donc on ne va jamais écrire du Terraform en dur, en brut, des secrets en tout cas en brut dans vos fichiers Terraform. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Généralement, on va plutôt créer une variable en Terraform et on va aller en fait provisionner cette variable en Terraform avec justement des variables d'environnement. Donc typiquement, il y a plusieurs façons de le faire après sur AWS, mais tu vas avoir des variables d'environnement qui sont connues sur AWS. Donc Access Key, Secret Key, c'est assez connu et reconnu justement, etc. pour l'usage. Et donc tu peux justement utiliser des variables côté AWS dans ton Terraform qui vont être reconnues. Ils seront reconnus après directement. Pour éviter de les mettre justement en dur en Access Key, Secret Key. Donc ça c'est un des moyens pour premièrement faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas au niveau de tes fichiers Terraform. Et deuxièmement, donc on a dit qu'il y avait aussi les variables et autres, donc mot de passe de base de données ou ce genre de choses. On évite de les écrire directement dans nos fichiers Terraform. Quoi qu'il arrive, ils vont apparaître quand même dans le state parce qu'on a vu que c'est inévitable, Terraform qui veut modifier, etc. Donc on n'a pas trop de choix. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en effet, on va le faire passer en variable d'environnement. Donc ça, là-dessus, toujours utiliser les variables. C'est vrai que là, je vois dans le chat qu'on nous propose d'utiliser Secret Manager ou les rôles IAM au niveau AWS. Du coup, Secret Manager, ça serait plus pour l'utilisation derrière du stockage de mots de passe de base de données, à la limite. C'est vrai qu'on pourrait s'en servir parce que du coup, tu pourrais dire, voilà, j'ai défini mon mot de passe, mais j'ai envie de le changer parce que je sais qu'il est dans mon state. Là, effectivement, tu peux le définir dans Secret Manager. Mais pour les rôles IAM, c'est vrai que je dirais que c'est un peu ce que tu expliquais juste avant au niveau des access keys IAM, quoi. C'est ça. Alors du coup, Secret Manager, ce serait vraiment la deuxième étape. La première étape, ce serait vraiment de faire en sorte que les secrets n'apparaissent pas en clair, qu'on les passe à minimum au niveau des variables d'environnement. Ouais. Deuxièmement, en effet, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment d'utiliser un Secret Manager un HashiCorp Vault. Oh là 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 là. Et oui, on a placé le mot. Il a placé le produit. Il a placé le produit. Exactement, utilisez Vault, exactement dans le chat. Donc, l'objectif, en fait, c'est que, quoi qu'il arrive, le secret il va apparaître dans le state. Et l'un des moyens, en fait, justement, pour bypasser ça, c'est que Terraform, il en aura besoin pour créer sa base de données ou ce genre de choses, donc ça va apparaître dans le state. Donc, l'astuce par rapport à ça, c'est que
on va aller le stocker dans un Secret Manager, on va aller le stocker dans un Vault. Et en fait, ce genre d'outil qui est spécialisé dans la gestion des secrets va faire une rotation de ce secret-là. Ouais. Donc, il va apparaître finalement le secret dans le state, mais quelques minutes, quelques secondes après, en fait, le secret aurait changé. Donc, le mot de passe de base de données aurait déjà changé. Donc, au final, aucun moyen de pouvoir récupérer ce secret, parce que du coup, dans la logique des choses, il n'est plus géré par Terraform, mais par, du coup, soit Secret Manager, soit Vault. Exactement. L'objectif pour gérer les secrets, c'est de faire en sorte qu'ils soient gérés en dehors de Terraform. C'est pareil pour le code en fait applicatif. L'objectif, c'est que les secrets, les mots de passe ou autres ne soient pas dans le code, mais plutôt gérés à l'extérieur. Ok. Même logique pour Terraform. C'est pas mal. C'est bien que HashiCorp l'intègre déjà, enfin, et je veux dire un moyen d'intégrer cette gestion de mots de passe, parce que je pense qu'ils sont quand même conscients de ce trou, on va dire, de sécu au niveau de leur state, et je pense que c'est bien que derrière on ait la possibilité de rebondir grâce à Vault pour sécuriser quand même ces informations. C'est ça. Vous avez aussi un provider Vault, tout comme AWS, qui vous permet d'interagir avec Vault. Vous avez les ressources et vous avez les data sources. Donc les data sources, vous pouvez aller demander à Vault ou à Secret Manager, peux-tu me fournir le secret? Et donc Terraform, à la volée, peut aller récupérer ce secret-là, l'utiliser et autres. Donc on s'en fiche en fait qu'il soit stocké dans le state, puisqu'il va changer à chaque appel de Terraform. C'est ça. Donc voilà pour la petite parenthèse, donc très important au niveau de la certification surtout, cette notion de secret au niveau du state, parce que vous aurez forcément une question autour de ça. Au moins, peut-être pas sur Secret Manager d'AWS, mais peut-être sur Vault. Donc, EDN Z Live qui nous dit justement qu'il est en plein dedans et que c'est compliqué. Et ça, vous le verrez, je pense, partout, en prod ou ce genre de choses. C'est des choses qui arrivent tout le temps, quoi. Par contre, si tu trouves ça compliqué, quelque chose qui est intéressant, c'est que sur la chaîne YouTube de Devoteam Revolve, Mehdi, il me semble, nous a fait de jolis tutos concernant justement la mise en place de Vault. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Eh ben, écoutez, je pense que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Non, plus sérieusement, en effet, pour ceux qui veulent monter en compétence sur HashiCorp Vault ou ce genre de choses, eh ben, allez sur la chaîne. Il y a déjà des dizaines de vidéos qui existent, dont j'essaie de parler. Alors, tout feedback est le bienvenu, s'il y a des choses à améliorer ou autre. Merci la régie d'avoir mis du coup la chaîne YouTube de Devoteam Revolve. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez monter en compétence. Si par contre c'était monter en compétence sur Secret Manager, ce ne sera pas avec moi du coup. Mais voilà, c'est pour ceux qui veulent démarrer là-dessus. Donc have fun, il y a pour le moment une dizaine de vidéos et ça va grossir dans le temps. Super. Top, merci du coup pour la petite dédicace, le petit clin d'œil. Allez, il nous reste du coup plus que 2 sections et après on verra vraiment les liens qui pourront vous aider pour votre entraînement, puisque là on essaie de regarder un peu en détail ce qui peut aider, etc. On essaie de rebondir. D'ailleurs, on a passé le moment où Shoni a enregistré la vidéo sur le passage de ta certification pour en parler au RH. Donc je pense que tu es condamné maintenant d'avoir la certification. C'est super, on n'a qu'à dire que je vais devoir la passer. Voilà, on peut remercier Shoni pour... Je me repasserai cette vidéo en boucle, histoire de me rendre compte de mes erreurs. Donc bon, voilà, on est parti pour l'assertif. On est sur la dernière ligne droite, la 8e section. Donc de quoi on va parler? Justement, un petit peu des notions qu'on a vues avec le fameux data source et la ressource. On a parlé justement d'une ressource, d'une data source. Donc quelle est la différence entre les deux? Une ressource et une data source. Une data source, je dirais que c'est une ressource que tu vas aller récupérer. Tu ne gères pas forcément, mais que tu vas aller récupérer via Terraform. Donc je pense que tu fais un call API pour pouvoir aller, je sais pas, récupérer possiblement, j'ai besoin du nom de cette ressource parce que je vais m'en servir moi dans ma ressource à moi que je gère avec Terraform. Donc, du coup, le data source te permet d'aller, en fait, tout simplement sourcer une information d'une ressource qui est située à un autre endroit. C'est ça. Une data source, c'est du read. Voilà. En gros, vous voulez obtenir une information d'une ressource ou ce genre de choses, qui existe peut-être, d'ailleurs, qui n'est pas forcément gérée dans votre Terraform, dans votre state ou autre. Vous pouvez faire une data source pour récupérer cette info. Je pense notamment à ceux qui font de l'AWS au nom des zones de disponibilité, les AZ, les Availability Zones. Typiquement, vous n'avez pas le gérer, enfin, vous n'avez pas créé les Availability Zones dans votre Terraform. Si c'est le cas, je pense que c'est assez intéressant de voir le peut être sympa de pop un data center. Peut-être que si vous êtes de chez AWS, que vous utilisez du Terraform, ça m'étonnerait très fortement. Mais globalement, voilà, vous avez besoin de ces noms-là pour les utiliser dans vos confs. Ouais. Ça va être une data source.
Une ressource en Terraform, ça va être tout ce qui va être cycle de vie, finalement, d'une ressource à proprement parler. Création, update, suppression. Donc ça va être géré au niveau d'une ressource. Les outputs et les variables. Donc les variables, ça va être les inputs, finalement, côté Terraform, et les outputs, les outputs. Donc c'est ce que votre stack Terraform va retourner comme valeur. Vous pouvez justement un petit peu fabriquer les outputs, concaténer certaines valeurs, retourner des URL ou autre. Un nom de variable, enfin un nom de lambda par exemple, vous allez créer une lambda, vous voulez récupérer le nom de cette lambda, récupérer et afficher votre output que vous pourrez vous servir à un autre endroit par exemple. Ensuite, on a le Describe Secure Secret Injection Best Practice. C'est exactement ce qu'on vient de voir en fait sur la partie variable, injection, credentials. Donc, vous voyez qu'il y a des points qui sont vraiment liés et ça se joue à une petite subtilité des fois. Les types de ressources qui sont utilisées côté Terraform, plutôt des variables, plus précisément, pardon, pas ressources, variables. Donc là, on retrouve les classiques chaînes de caractères, donc string, list, map. Booléen aussi, très bien vu. Et ça va aller aussi au-delà, notamment, donc on a cette notion un peu de collection, structure. Il y a aussi tout ce qui est set, objet, et j'en passe. Donc là, ce qui va être attendu dans la certification, moi, je ne vais pas vous expliquer chacune des types de variables ou autres, mais c'est de vraiment voir cette liste de variables, voir justement cette variable, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle représente finalement. C'est quoi la différence entre une liste ou un set? Je pose du coup la question dans le chat. Qu'est-ce que la différence entre une liste et un set côté Terraform? Celle-ci, elle n'est pas facile. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais. Tu connais la réponse? J'attendrai la réponse. Voilà. Je ne suis pas encore prêt Joker, pour cette partie. on demande dans le chat. Je ne veux pas spoiler. Elle n'est pas facile celle-ci. Elle n'est pas évidente, ouais. Donc je vous invite d'ailleurs à regarder vite fait dans la documentation en parallèle pour essayer d'y répondre. Le 8E, donc utiliser tout ce qui est ressources addressing, ressources paramètres, etc. pour les connecter entre eux. C'est que vous allez créer une ressource, vous allez créer une deuxième ressource, et cette deuxième ressource va faire référence à la première. Donc si vous voulez le nom de domaine, ou vous créez par exemple un réseau, donc un VPC sur AWS, et vous avez besoin d'en créer des subnets qui sont à l'intérieur d'un VPC, donc il faut référencer le VPC, c'est justement de ça on parle. Donc le HCL, première fois qu'on voit la notion de HCL ici. C'est bien qu'il est intégré dans la certif. Exactement. Donc utiliser le HCL, ce qui est un peu normal, c'est le langage de Terraform, les fonctions pour écrire de la configuration, ce genre de choses. Vous allez voir que globalement, en termes de fonctions, on ne va pas vous demander de lire toute la doc au niveau des fonctions. Hein. C'est juste qu'il y a quelques fonctions vraiment les plus banales qui sont le plus utilisées. À la lecture, vous les lisez, ok, on voit très rapidement à quoi elles servent, quoi. Donc il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Et ensuite, Describe Built-in Dependence Management. Donc là, en fait, c'est le fameux Depend On. Est-ce que ça te parle? Le Depend On, c'est quand on va avoir besoin de créer une ressource. Donc typiquement, je ne sais pas, je veux créer une instance et créer derrière un security group qui va se lier à cette instance. Je peux très bien dire à ce security group, tu le crées, mais en dépendant de la création de cette EC2. Donc, par exemple, tu pourrais très bien dire, si l'EC2 n'est pas créé, je ne crée pas la ressource. Ou bien, si tu as parfois... Donc, normalement, Terraform, c'est géré de base. Il sait quelle ressource il doit créer en premier avant d'avoir la suite. Mais tu peux très bien lui dire, j'aimerais que tu me crées d'abord cette ressource-là, comme ça, je peux récupérer cet output-là pour m'en servir dans la ressource suivante qui sera créée derrière en dépendance, du coup, des deux ressources précédentes. Yes. En gros, quand vous utilisez si on prend l'exemple de tout à l'heure, avec la ressource où on fait référence ou autre, c'est ce qu'on appelle une référence implicite d'une certaine façon. Enfin, plutôt une dépendance qui est implicite, puisque en fait, il y a une connexion qui est faite en fait. Ouais. Donc du coup, Terraform très facilement sait qu'il doit créer celle-ci pour ensuite utiliser la référence pour l'autre ressource. C'est pas si toi aussi. Moi, je pense que oui. On va partir du principe. Je dirais que c'est clair, mais voilà. Dites-le nous dans le chat si c'est pas clair. Hein. N'hésitez pas. Hein. Et ensuite, au-delà de ça, on aura donc des fois des ressources qui vont être dépendantes, mais on ne pourra pas faire de référence implicite. Donc pour ça, on va mettre un depend on pour dire que cette ressource-là dépend d'une autre obligatoirement, et on va faire ce qu'on appelle une dépendance explicite. On a une question, du coup, dans le chat de Mister
pic. Bien joué, bien joué. C'est aussi difficile que de savoir la différence entre un set et un list. Pour le moment, qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Donc, la question, c'est combien y a-t-il de questions? Donc, on le verra un peu plus, en effet, un peu plus tard. Là, on n'a pas une liste très concrète, en tout cas, qui nous est sur l'exam details. On le verra un peu plus tard. Il faut compter à peu près une soixantaine de questions. Ouais, donc au final, en 1 heure, ça se fait de manière générale. Voilà, en gros, ça va être une question, 1 minute. Voilà, c'est ça. Et du coup, je sais qu'AWS le fait. Est-ce que d'un point de vue Terraform, on va avoir cet avantage de notre langue qui n'est pas notre langue natale et rajouter un petit peu plus de temps à ce niveau-là? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Voilà. Okay. Après, les questions sont assez courtes, les réponses sont assez courtes. Tu sais ou tu sais pas, quoi. Voilà, on verra globalement à quoi ressemble justement l'examen par rapport à ça. Mais très clairement, oui, la question, vous y passez 1 minute, quoi. Si vous sentez que vous allez mettre plus qu'1 minute, vous avez la possibilité par contre de flaguer les questions. Donc y revenir un peu plus tard si jamais vous sentez que vous allez déborder sur 1 minute. Pour moi, vous concentrez sur les questions. Vous pouvez le faire vraiment en quick win. Il y a des questions qui se répondent en 10 secondes, donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Et enfin, la section 9, très rapidement, on va passer, c'est Terraform Cloud Capabilities. Donc ça, c'est la version un peu SaaS de Terraform. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu le coup de pub côté HashiCorp pour dire, vous passez une certif chez nous, on va vous parler un peu de Terraform Cloud. Donc, globalement, ce qu'on va vous attendre, c'est Terraform Cloud va vous aider à gérer votre infrastructure et gérer tout ce qui est collaboration et gouvernance. Pour faire simple, on vous demande juste de faire un petit tour sur Terraform Cloud pour savoir de quoi ça parle. C'est tout. C'est juste se renseigner et avoir en fait un petit peu un état des lieux de ce que c'est et quelles options ça peut vous offrir dans le cas où vous auriez déjà, on va dire, une infra Terraform possiblement d'installer ou même peut-être vous auriez envie de vous y mettre maintenant. Et quelle facilité ça nous rajoute, par exemple? Je dirais, quel est l'avantage derrière à passer du Terraform Cloud? En fait, déjà, on peut stocker le backend et le lock côté Terraform Cloud. Okay. Et il y a pas mal de features adaptées aux entreprises. Donc, on va retrouver notamment la collaboration en termes de gestion de droit. Qui a le droit, en fait, de faire telle ou telle chose au travers de Terraform? La gestion des modules dans la Terraform Module Registry en privé, cette gestion de modules privés. Et plein d'autres choses pour justement gérer finalement ces droits at scale et quand vous avez plusieurs équipes, faire en sorte que chacun puisse travailler sans se piétiner. Là-dessus, on ne vous demande pas de pratiquer côté de Terraform Cloud, on vous demande vraiment de faire un tour et de connaître un peu les fonctionnalités. Ouais. Sachant que ça a l'air d'être globalement comme dans une fonctionnalité de base d'un cloud provider comme du Azure ou de l'AWS. C'est juste des fonctionnalités qui sont apportées en plus, qui sont enterprise ready et vous avez aussi un mécanisme d'audit qui a fait le call en Terraform, si la sécurité demande qui a cassé la prod, etc. Là, vous avez vraiment les logs en fait qui apparaissent. On peut voir que Michel à 19h, il a décidé un vendredi en plus de faire un Terraform destroy, exactement. Donc là, vous pouvez savoir qui est le coupable derrière tout ça. On va faire travailler un peu maintenant la régie. Donc on a vu toute cette partie, donc vous avez une vision un peu globale. On va passer un petit peu aux autres onglets que j'ai plus ou moins déjà préparés. Donc la question, c'est maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce tour-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour la préparation? Donc le premier, ça va être le Study Guide, côté Terraform, on va passer très rapidement là-dessus, mais qui va résumer un petit peu globalement le tour qu'on vient de faire. Donc ce que c'est que l'infrastructure as code, gérer son infrastructure, vous retrouvez des liens, donc Master the Workflow, sur lesquels on voit les commandes, les liens, etc. C'est la doc en fait, exactement. Si on clique dessus, donc The Core Terraform Workflow, donc on ouvre un nouvel onglet et on tombe justement sur la documentation côté Terraform. Donc vous voyez qu'il n'y a pas, entre guillemets, de nouveauté ou quoi que ce soit, d'innovation, c'est juste, il reprend ce qu'on vient de reprendre avec les liens de la documentation pour justement approfondir les sujets. C'est ça. Donc, justement, on vous l'a déjà envoyé, la régie est super réactive. On vous a envoyé déjà le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à faire un tour. Il y a certains bien sûr, blocs qu'on n'a pas pu aborder, puisqu'on n'a que à peu près 1 heure, ce qui fait entre guillemets assez court pour réviser une certification qui a beaucoup de choses derrière, donc les blocs dynamiques ou ce genre de choses, et les fameuses list versus set. D'ailleurs, les list versus set, est-ce qu'on peut en arriver à avoir notre explication? On va justement voir la partie variable dans la documentation, donc ça va être assez intéressant.
Donc dans cette documentation-là, on va nous expliquer à peu près tous les types de variables, les arguments qu'elles prennent, etc., etc. Donc là, on retrouve, comme on l'a vu tout à l'heure, donc string, number, booléen, list, set, map, object, tuple. Les plus utilisés. Exactement. Donc pour comprendre finalement la différence qu'on va avoir entre ces types de variables, donc vous voyez qu'ici il n'y a pas énormément d'informations, ça va être plutôt donc je vais vous faire une définition, mais globalement il faut lire la documentation, voir un petit peu au cas par cas pour ces explications. Donc moi je vous raccourcis ça. Donc la différence entre une liste et un set du coup, parce qu'il y a aussi le tuple qui ressemble pas mal à la liste. Et oui, on rajoute de la complexité, donc n'hésitez pas à regarder au niveau de la doc. Donc une liste, c'est une liste Terraform que vous avez utilisée globalement jusqu'à maintenant. Donc vous avez une liste de chaînes de caractères, vous mettez ces chaînes de caractères ou autres. Quand vous utilisez une liste, vous allez avoir un ordering, un index finalement, que vous ne voyez pas forcément, mais que vous pouvez plus ou moins itérer là-dessus. Et ça, quand vous utilisez Terraform, à un moment donné, vous allez vous en apercevoir. Donc en gros, on va vous dire, ok, première chaîne de caractères aura l'index 0, la deuxième aura l'index 1, et ainsi de suite. Peut-être que tu as déjà été confronté à ce genre de choses. Ça fait une sorte de tableau en fait au final. Un peu un tableau en fait sur lequel on va avoir, c'est un peu comme une map finalement où vous allez dire index 0 égale ça, index 1, etc., etc. Le set, il n'y a pas d'index. Là comme ça a l'air plus facile quand même, je dirais. Exactement. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont déjà confrontés à ce genre de problème avec les listes où vous allez avoir une boucle qui va créer des utilisateurs ou ce genre de choses et que vous insérez une valeur au plein milieu de cet arrêt-là et en fait vous voyez que ça décale toutes les valeurs qui vont être créées, etc. En disant bah ça va détruire lui pour le remplacer avec lui, etc., etc. Ben, ça typiquement c'est à cause justement de la liste puisque en fait vous allez carrément dire vous allez tout décaler en disant l'index 3 finalement c'est cette nouvelle valeur et toutes les autres valeurs vont être décalées d'un index. En fait. Côté Terraform en fait il va considérer que pour cet index-là la valeur change donc il doit supprimer pour en créer un nouveau. C'est comme si dans une base de données, au final, tu rajoutais une ligne dans ta table et ça va décaler au final. Exactement, toutes les autres en plein milieu et voilà, ça décale toutes les autres entrées. C'est ça. C'est à peu près pareil. Et donc pour éviter ce genre de situation, vous pouvez utiliser justement un set pour éviter ce genre de situation, avoir un système d'indexing, d'ordering finalement. Voilà. Et du coup, le tuple, c'est assez simple. C'est comme une liste, sauf que vous pouvez mettre plusieurs types à l'intérieur, pas que des chaînes de caractères. Du string, du booléen. Exactement, etc. Vous pouvez varier. Super. Voilà. Et pour les objets ou autres, je vous laisse la surprise de découvrir ça par vous-même. Donc on a le study guide, et ce qui est intéressant avec le study guide, justement, c'est qu'après on a, donc on est sur la partie Associate Preparation, sur lequel on va avoir d'autres choses qui vont nous intéresser. On va avoir le Simple Question et le Exam Review. Donc, le Simple Question, il va être vachement important pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ressemble la certification. Typiquement, dans ton cas, on est dans ton cas. Effectivement. Donc tu sais plus ou moins qu'il y aura des questions. Alors je dirais dans la vie des choses, oui. Après, on n'est jamais à l'abri de rien. Justement, le Simple Question va justement débroussailler ça pour te rassurer ou pas, ça dépend de ton niveau de comment tu t'es formé sur la formation. Mais du coup, tu vas avoir donc déjà des true-false. Donc ça, c'est les questions. Très rapidement, username and password, reference, etc., etc. Donc je ne vais pas afficher la réponse. Justement, on va vous envoyer celui-ci donc au niveau, donc le Simple Questions dans le chat. Et vous pouvez faire le test vous-même et savoir si vous avez eu la bonne réponse ou pas. Donc, je vois qu'il y a une petite question aussi dans le chat. On demande si on peut faire des listes de tuples du coup. Vous pouvez probablement peut-être faire ça. J'ai jamais essayé, mais ça se tente. C'est un peu Inception du coup, je dirais. Parce que du coup, est-ce que tu peux pas faire des tuples de listes du coup? Là, est-ce que tu as envie de le faire? C'est ça la question. Exactement. En théorie, si tu as une liste, tant que tu mets à chaque fois que des tuples, ça devrait fonctionner. Après, je vois pas le cas d'usage. Après, oui, le cas d'usage, il faudrait le voir. C'est un peu comme les maps. Dans les maps, en fait, tu mets une key value et dans ta value, tu mets une liste, en fait. Ouais. Donc, ça, j'ai déjà vu, par contre. Voilà. Et tu peux aller très, très loin là-dessus. D'expérience, c'est rarement une bonne idée, en fait. Il vaut mieux rester sur du flat en termes de description de variables. Donc, ça ne sert à rien de faire ce qu'on appelle des nested, justement, type, sur lequel vous allez mettre une liste dans une liste ou ce genre de choses. Restez simple. C'est toujours ce qu'il y a de mieux, justement.
parce que si vous avez quelqu'un d'autre qui vient et commence à voir ce genre de truc, il va rien comprendre. C'est un petit conseil d'expérience. Ensuite, donc, si on revient sur nos simple questions, donc on a donc, les true false, on a les multi-choice. Donc vous allez avoir là aussi une question. On va vous dire, il y a une bonne réponse. Il y a toujours une bonne réponse ou on peut avoir... Alors justement, pas forcément. Ah, c'est du multi-choice, donc je dirais que tu peux avoir du multi-answer aussi, quoi. Exactement, et juste après, bah, tu vois, belle anticipation, du coup. Oh là là. Tu as le multi-answer sur lequel on va te dire, ok, il faut que tu répondes plusieurs réponses. Ouais. Et là, je vous rassure, comme vous pouvez le voir, on va vous Indiquer. indiquer le nombre de réponses qui est attendu. C'est pas la surprise. Voilà. Alors, vous n'avez pas de mauvais points quand vous répondez incorrectement à une réponse, donc tentez votre chance. Ouais, c'est 1 ou 0, mais on te retire pas un point Exactement. si t'as faux, quoi. Ça vaut Exactement. toujours le coup de tenter. Donc là aussi, j'affiche pas les réponses. Vous avez le text match qui est selon moi le plus challenging, sur lequel en fait vous allez voir par exemple un texte ici, on va vous demander de remplir ce trou-là. Donc on va dire, ok, vous devez taper une commande qui commence par Terraform Plan quelque chose, et ce quelque chose, c'est à vous de taper directement la commande. Donc il n'y a pas de réponse qui va être affichée, c'est à vous de taper la commande. Ok. Donc là, il faut faire attention au niveau de la syntaxe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe au niveau de la syntaxe? Est-ce qu'ils sont... je veux dire, est-ce qu'il y a une sorte de tolérance s'il y a un oubli, par exemple, d'une lettre ou peut-être ce genre de choses, quoi. Là, je veux dire, malheureusement, non. En fait, il ok. n'y a pas de... Si tu mets... Validate sans E, par exemple, Exactement. tu n'auras pas de point. Tu n'auras pas de point. Ok. Donc, il faut faire bon à gaffe savoir. là-dessus. Voilà, selon moi, c'est le plus challengeant. Après, on ne va pas vous demander les plus techniques dans tout ça, quoi. Ouais. Après, je pense que des questions comme ça, tu n'en as peut-être pas non plus tout le long du... Exactement. C'est pas uniquement il y en a, ça, voilà. quoi. Voilà. Il faut se rassurer. Globalement, ça va être assez rare. Je pense que vous en avez 4 ou 5. Sur les plus. 60, je veux dire, c'est ok. Sur les 60, voilà. Ça va. C'est pas ce qui... voilà, c'est pas ce qui C'est parce qu'il pèse le plus. Ouais, ça Voilà. va pas être le plus chiant. Chouning qui dit que la CLI, elle ne tolère pas les erreurs non plus. C'est vrai. Donc, gare à vous. Et enfin, on a la partie exam review. Et selon moi, ça va être vraiment votre bouquin de chevet quand vous voulez réviser la certification. Parce que là, vous vous rappelez un petit peu de tous les points qu'on a vus au fur et à mesure. Et bien là, on vous donne la documentation et un tuto pour pratiquer avec. Donc en fait, en gros, on te permet de t'entraîner en apprenant en même temps, quoi. Donc en fait, je dirais que c'est peut-être même le meilleur moyen, en fait, de En gros, réviser. moi, personnellement, comment j'ai révisé l'assertif, c'est que on va vous mettre le lien, hein, je vous rassure, donc de l'exam review. C'est pour moi le point le plus important, la page la plus importante de la révision de l'assertif. C'est que là, on vous dit voici les points, etc. Donc tous les points qu'on a vus avec la documentation qui est liée avec. Donc, globalement, HashiCorp, en tout cas, ne va pas chercher des questions qui vont être en dehors des liens qui vous seront fournis. Donc littéralement, HashiCorp vous dit ok, il faut réviser tout ça et voici les liens de la documentation et en plus de ça, tu peux faire aussi des tutos pour t'entraîner. Donc en fait, en gros, c'est bien parce que pour des personnes qui n'aiment pas forcément que la théorie et qui ont besoin de pratique pour pouvoir vraiment emmagasiner ces informations, bah, tu ne te retrouves pas laissé seul à te dire il faut que j'aille sur peut-être un autre site de questions ou quoi que ce soit. Là, tu as direct vraiment un tuto qui va te permettre de mettre en place en fait directement ce que tu viens de réviser, quoi. C'est ça. Donc moi, à titre perso, comment je me suis pris, c'est assez simple. J'ai regardé les points, j'ai regardé à peu près les liens de la documentation. Donc soit je clique sur la documentation, donc là je vois bah, qu'est-ce que c'est que l'IAC, donc je clique dessus, j'ouvre un nouvel onglet. Donc, globalement, je regarde un petit peu à ce que j'ai vu ou pas. Bon, là généralement, je pense que ça parle à pas mal de gens. Si on va un peu plus loin, donc les Discovery, donc module from the public Terraform module registry. Donc, je regarde un petit peu. Si je connais pas justement, comme c'était ton cas, bah, par exemple, tu vas regarder un peu la doc. Tu vas voir un petit peu ce qu'il y a, tu vois qu'en effet, comment trouver les modules, comment les utiliser, etc., etc. Et aussi les modules version, du coup, qui sont aussi importants. Donc, globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait tous les points à peu près avec la documentation qui me semblait un peu vague. Donc, à l'époque, je l'avais passé en bêta. Et ce qui s'était passé, c'est que c'était la 0.12 qui venait de sortir. Donc, il y avait tout ce qui est bloc dynamique ou ce genre de choses que je ne gérais pas trop. Et ce que j'avais fait typiquement, c'est que j'avais regardé, je me suis dit, tiens, il y a la partie bloc dynamique un peu plus loin.
Et voilà, Dynamic Block, donc le 8G. Donc je me sentais pas trop confortable là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert du coup le lien de la doc. Et je me suis dit, bah voilà, ça va être une doc que je vais Tu te prends un peu de temps histoire de te former là-dessus et de comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment que premièrement, au niveau de les docs, que tu vois à peu près sur ce qu'il y a en termes de doc, de quoi tu parles en fait. Ouais, puis en plus, ça te permet aussi de savoir si toi, tu as déjà pré-révisé avant, on va dire, et que tu sais pas vraiment où t'en es. Ouais, exactement. Même que tu as déjà utilisé du Terraform, mais tu sais pas vraiment où t'en es, de faire un check-up complet et sur les pain points que tu auras, te focaliser dessus, quoi. Exactement. Il faut savoir que tu peux te connecter sur, du coup, la partie HashiCorp Learn. Donc HashiCorp Learn, on va en parler justement d'ici quelques secondes. Mais globalement, tu peux te connecter et tu peux en fait te bookmarker aussi, du coup, ces différents liens de documentation. Et ce que tu peux faire, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire une passe en fait sur tous ces points-là, bookmarker justement les différents liens de documentation, et ensuite revenir, faire votre to-do list, voir un petit peu tout ça, et ensuite revenir un peu plus tard en vous disant, bah, est-ce que du coup c'est bon. À savoir aussi, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail. Hein. On ne va pas vous demander. Ouais, c'est bien de savoir en détail ce que tu auras, mais peut-être que la question ne sera pas si détaillée. Exactement. Que Donc, la on ne va doc, pas quoi. vous demander, en effet, la question qui a été posée sur les nested lists avec les tuples ou autres. Ouais. Vous n'aurez pas ce type de questions dans l'examen. Voilà. C'est de l'associate. Enfin, on rappelle, l'associate, Voilà. c'est vrai que c'est Exactement. un niveau, on va dire, je dirais pas, c'est débutant. Ouais, c'est pas du poussé. C'est quoi. un niveau quand même d'entrée pour la certif. Voilà, on c'est va ça. vous demander quand même un niveau d'expertise, de connaître Terraform ou autre. On ne vous demande pas un niveau professionnel, d'accord? C'est ça. Ça ne sera pas là, à cette certif, qu'on vous demandera ça. Donc faites attention aussi, ne rentrez pas trop dans les détails, quoi. Pas besoin de connaître toute la doc. Donc voilà, vous avez vraiment tout. Et en plus de ça, vous avez donc la partie tutoriel. Et finalement, qu'est-ce que c'est que les tutoriels côté HashiCorp Learn? Donc là, on va vous envoyer le lien, ne vous inquiétez pas, dans le chat. Donc au niveau des tutoriels, on va retrouver beaucoup de tutos sur plusieurs cloud providers, sur plusieurs technos ou autres. Et vous allez pouvoir pratiquer Terraform. Vous voyez qu'à gauche, vous allez même avoir les fondamentaux, ce genre de choses. Donc, typiquement, les fondamentaux, si vous n'avez pas pratiqué avec Terraform, je vous recommande très fortement de faire cela. Faire une petite passe dessus, quoi. Exactement. Donc les states, vous n'avez pas l'habitude de travailler avec. Vous avez un tuto qui vous parle justement de l'import Terraform configuration. Et là, vous avez un tuto. Vous allez pouvoir pratiquer, voir à quoi ça ressemble, etc., etc. C'est super bien expliqué. Vous allez même schématisé en plus. Exactement. Et cerise sur le gâteau, vous allez avoir aussi des labs que vous pouvez faire directement sur un shell qui vous sera donné. Donc je suppose que je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais en tout cas, vous pouvez faire les labs directement sans avoir un compte ou ce genre de choses. J'avais eu ça quand j'avais regardé pour Vault. C'est vrai que c'est pas mal, hein, parce que du coup, ça te donne accès directement sans avoir besoin de te monter une infra et tu peux tester quelques trucs. C'est bien pour initier, quoi. Exactement. Bah là, vous avez, comme on peut le voir, la partie interactive. Donc tous les tutos qui vont avoir ce petit logo interactive, ben, vous allez pouvoir lancer celui-ci et vous allez pouvoir aussi avoir votre, là on vous explique, Start Interactive Lab, et vous allez démarrer le lab de façon interactive. Donc je trouve que quand même, HashiCorp, au niveau de la préparation de l'assertif, est vraiment, vraiment bien fait. Aussi bien sur les liens de la documentation, sur la préparation, et surtout sur les labs où on vous dit, limite, bah, on vous gère, si vous voulez, le lab au travers d'un terminal interactif. C'est vrai que même au niveau, en dehors de ça, je veux dire de manière générale, HashiCorp, concernant leur doc, ils sont assez explicites, c'est très carré. Et il y a même parfois des informations que... Enfin, moi, je veux dire, la dernière fois, je regardais pour une ressource, comment fonctionnait une ressource Terraform, et je vois qu'en bas de page, tu as aussi cette possibilité de comprendre comment importer, toi, cette ressource, alors que ce n'est pas forcément l'information que tu cherchais, mais je veux dire, ça te guide déjà sur... un peu plus poussé, on va dire, concernant ça. C'est vrai que, je veux dire, au niveau de la doc, ils sont hyper clairs et c'est vraiment intéressant de se dire que tu peux directement réviser la certification sur le site, en fait. Exactement. Donc là-dessus, franchement, vous avez toutes les cartes en main pour passer l'examen. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. On va vous envoyer aussi le lien des 250 practice questions. Alors je vous rassure, vous n'allez pas avoir justement toutes ces questions-là. Il n'y en aura pas qui vont apparaître exactement sur
au niveau de l'examen, etc. Par contre, ça peut vous aider justement à réviser, travailler un peu tout ça. Donc on va vous les envoyer, on va pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, ça va vous donner à peu près une idée de préparation, est-ce que vous êtes prêt ou pas. Si vous ne réussissez pas les 250, c'est vraiment pas un problème. Par contre, ça vous aidera un petit peu à identifier les axes d'amélioration. C'est ça. Un peu les pain points et vous dire, ouais, effectivement, là, j'ai mal compris ce système dynamique ou quoi. Yes. Et ensuite, vous avez Terraform Cloud, sur lequel, exactement. Donc, vous n'êtes pas obligé de pratiquer, vous pouvez juste vous référer à la documentation. Donc là aussi, on va vous envoyer le lien. Par rapport à Terraform Cloud, vous allez avoir des workspaces, vous allez pouvoir pratiquer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une version qui est payante. Donc, vous avez le free trial qui est disponible. Donc là, c'est en tout cas mon cas. Et vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, payer, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez pratiquer derrière sans pour autant payer, découvrir Terraform Cloud, donc quelles sont les fonctionnalités, avantages et autres de Terraform Cloud. Donc là aussi, vous avez le HashiCorp Learn, les tutos qui peuvent vous aider et vous allez pouvoir pratiquer autour de tout ça directement avec Terraform Cloud pour le découvrir. Mais je le rappelle quand même, c'est quand même optionnel, hein, c'est pas obligé d'attaquer directement Terraform Cloud. Mais au moins, pour les questions qui concernent Terraform Cloud, justement, ça peut être peut-être aussi un peu intéressant de regarder rapidement et voilà. Profiter du free plan, quoi. Voilà, pour ceux qui veulent pratiquer, c'est votre environnement. Et enfin, juste petite information, là on a fait globalement le tour, mais petite information, c'est que aujourd'hui la certification elle est en 002, elle va passer prochainement en 003. Donc quelle est la différence globalement entre la 002 et la 003? Il faut savoir que la 03 elle n'est pas encore sortie, ça va être en cours, il y a pas mal de choses. Vous pouvez comparer, là on va vous envoyer aussi le lien pour la 003. Quand est-ce qu'elle va sortir? Donc normalement elle est censée être plus ou moins sortie, plus ou moins. Hein. C'était Q4, mais voilà. on verra. On verra. On n'est pas encore décembre, on n'est pas encore la fin de l'année. Ils ont jusqu'au 31, la deadline c'est le 31. Voilà, le 31 décembre, c'est la deadline. On espère pour eux en tout cas qu'ils vont réussir. Et vous pouvez comparer à ce que la certification a changé ou pas. Donc vous voyez que globalement on retrouve un peu les mêmes choses. Les objectifs aussi, donc c'est un draft, donc peut être amené à changer. Et si vous commencez un peu à comparer entre les deux versions, vous allez voir que globalement ça va être plus ou moins pareil. Ouais, c'est peut-être des ressources supplémentaires, enfin peut-être la manipulation de ressources supplémentaires ou des options ou peut-être des variables. Voilà, il n'y a pas de, à mon sens, hein, de ce que j'avais vu, il n'y avait pas de gros changements pour le moment. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'attendre la sortie de la certification. Et du coup, à ce niveau-là, contrairement à AWS, les versions ne changent pas tous les ans. Donc du coup, la 0.2, c'est pas celle de l'année dernière et la 0.3, celle de cette année. Exactement, c'est plus les objectifs qui vont changer. En fait, c'est souvent amené que la certification, donc 0.1, 0.2, est amenée en fait à changer pour passer au niveau d'une nouvelle version Terraform. C'est ça. Par contre, les objectifs restent les mêmes quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Même s'il y a une montée de version Terraform, les questions vont être plus ou moins pareilles, ça va être plus ou moins dans on va dire la même logique. Ouais. Il y a juste un warning justement qui est tombé pas mal, c'est le Terraform Taint. Est-ce que ça te parle cette commande? Terraform Taint, ça c'est quand tu as besoin de recréer une ressource. Enfin en gros, tu vas tainter, on va dire, une ressource et à ton prochain apply, en fait, il va la recréer, même si dans la logique des choses, tu n'auras pas eu besoin de le faire. Mais le fait d'avoir fait un taint, ça te permet de flaguer cette ressource pour la recréer, c'est ça, hein? Exactement. En gros, c'est une façon de dire à Terraform, donc quand tu vas refaire un apply ou ce genre de choses, tu vas détruire et recréer la ressource. Et généralement, on passait par cette commande taint qui est depuis les versions 0.15.2 dépréciée. Et comme vous le savez, au niveau de l'examen, on est sur maintenant la 1.0. Donc si jamais vous allez avoir des questions sur Taint, et normalement ces questions-là ont été retirées puisque maintenant c'est déprécié sur la 1.0, et ben justement on va être dans cette situation-là où je vous invite très fortement à quand même regarder certaines commandes, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser Terraform avant la version 1.0, pour voir les commandes qui sont plus ou moins dépréciées, pour éviter ce genre de situation. Donc il y a pas mal de changements par rapport à certaines commandes. Du coup, derrière, par contre, ce qui est bien, c'est que quand une commande est dépréciée comme ça, il t'indique quand même une façon de faire pour remplacer au final cette commande, une alternative, on va dire. On ne vous met pas au pied du mur en vous disant ça c'est plus possible, maintenant
bah, démerdez-vous, mais en fait, non, pas du tout. En fait, c'est vraiment, tu as comme une possibilité de passer par une autre façon de faire, mais qui sera un peu similaire, quoi. Exactement. Et là, on te met justement la commande qui va remplacer. Donc, c'est soit un Terraform plan ou un apply avec l'option -replace. Replace. Voilà. Super. Donc voilà, faites attention. Vous avez aussi, et on va là aussi, comme d'habitude, vous le mettre dans le chat, la possibilité de vous préparer pour la 003. Il y a déjà plus ou moins de la doc qui est présente. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voulez regarder là-dessus. Moi, je vous recommande en tout cas de passer la 002. Pas besoin de vous concentrer sur la 003. Qui n'est même pas encore sorti. Voilà pour ce tour d'horizon. On va plus se concentrer peut-être sur le chat et les questions. Donc ça va être le moment Q&A, question-answer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la certification? Ouais, des questions ou même peut-être des points qu'on aurait pu effleurer et pas forcément vraiment soulever complètement, des choses qui vous intéresseraient ou même peut-être un feedback. Comment toi, Mehdi, qu'est-ce que toi tu as pensé de cette certification? Parce que toi, du coup, tu es un peu là depuis la bêta, on va dire, de la certif. Qu'est-ce que toi, tu as vu comme évolution dans ces certifications au cours de ces années? Et qu'est-ce que toi, tu en as retenu, on va dire, derrière ton expérience, voilà. Yes. En gros, faut savoir, je vais remettre un peu de contexte, c'est que ça fait longtemps que je fais du Terraform depuis quelque chose comme 2015, quelque chose comme ça, donc ça va faire 7 ans que je fais du Terraform. Donc forcément, j'ai commencé Terraform, il n'y avait même pas de lock, il n'y avait même pas de back-end, c'était vraiment les anciennes, c'était du local. Travailler en équipe, ça n'existait pas encore. On passait avec d'autres outils comme TerraGrunt à l'époque. Et maintenant, Terraform a pas mal évolué, a implémenté pas mal de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand j'ai passé en fait les bêtas, il y avait des questions qui étaient assez intéressantes ou autres. Il faut savoir que tout le monde peut participer un peu à ce pool de questions, donnant des questions. Quand il y a un certain nombre de questions qui est accepté, vous avez même la possibilité d'avoir un petit badge de contributeur. Ça fait toujours plaisir, on le sait, hein, sur le profil. Et donc quand j'ai passé la certif, j'avais je pense 5 ans d'expérience, quelque chose comme ça, ou 4 ans, sur lequel j'ai pratiqué pas mal. Globalement, quand vous avez déjà je pense 1 an ou 2 ans d'expérience, regardez en fait l'exam review, vous voyez à peu près les points de documentation qui vous semblent un peu fous, regardez ça et ensuite passez à la certif. Là je l'ai repassé pour renouveler la certification, très clairement. Donc, je le rappelle, hein, 7 ans d'expérience, j'ai déjà passé la certif une fois, là c'était du renouvellement. J'y suis allé sans regarder la documentation. Voilà, YOLO. On est là. Voilà, je me suis dit, tiens, allez, j'ai un peu de temps demain matin, ou même pas, je crois que c'était quelque chose de l'après-midi, c'était le matin. Je me suis dit, il y a de la dispo l'après-midi, let's go, je me boucle le truc et c'est parti, quoi. Donc si vous avez au moins 1 an ou 2 ans d'expérience côté Terraform, la certification ne va pas vous challenger. C'est une formalité, quoi. Voilà, c'est histoire de se dire. Plus pour valider les connaissances ou ce genre de choses, mais voilà, ça ne va pas vous challenger. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de faire du Terraform, là, vous allez challenger. Là, vous allez devoir travailler, voir la documentation, ce genre de choses pour en apprendre. Ça demandera un effort. Ouais, clairement. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, allez-y, regardez le exam review, la doc, montez en compétence là-dessus. Pour ceux qui ont moins déjà 1 ou 2 ans d'expérience, voilà, regardez un peu en diagonale, je pense que ça va plutôt bien se passer le jour de l'examen. Après, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, on le rappelait, le fait d'aller sur en HashiCorp, même avec quelques années d'expérience, s'il y a quelques lacunes, on peut rapidement voir les lacunes qu'on a en fait. C'est ça, ouais. C'est qui est pas mal aussi. Et après, je le rappelle, hein, mais vous avez aussi la partie Terraform Cloud, sur laquelle il faut faire attention, même si vous avez déjà la pratique côté Terraform. Au moins, vous avez cette section à voir. Au moins se renseigner là-dessus, histoire de ne pas perdre des points bêtement, quoi. Ouais, c'est ça. Vous arrivez le jour d'examen, c'est quoi Terraform Cloud? J'ai vu un petit mot dans la chance. Bon, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Voilà, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. On peut vous poser aussi des questions. Hein, si, Est-ce que tu as une question qui te vient à l'esprit que tu pourrais qualifier de question de certif? En question de certif, non. Ça serait plus à la limite d'une question de logistique. Peut-être se dire effectivement... lors de la mise en place de son bureau, on va dire, pour la certification,
qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est rédhibitoire. Par exemple, si demain, moi, j'ai un enfant, par exemple, je travaille chez moi et bien sûr, j'ai un enfant qui rentre dans le bureau au moment où je passe ma certif, comment ça se passe? Est-ce que je suis pénalisé? Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus? En fait, moi, je vous recommande une chose assez simple, c'est que déjà, il vous faut un écran. Pas 2, pas 3. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude. Ça peut être un peu fatigant parce qu'il faut démonter et ensuite, une fois l'examen terminé, remonter l'écran. Donc, il faut avoir un écran, le bureau vide. On va même vous demander des fois de regarder sous le clavier ou ce genre de choses, etc. Ce que vous pouvez faire au plus simple, c'est de réserver une salle, si vous avez une entreprise ou autre, de réserver une salle, de mettre une petite pancarte, ne pas rentrer. Alors des fois, il y a quand même des gens qui rentrent, mais bon. Donc, mettons une petite pancarte, ne pas rentrer, et vous faites l'examen là-dessus. Alors faites attention, prévoyez au moins 2 heures pour la salle, parce qu'en fait, vous n'allez pas commencer tout de suite l'examen. Il y a une vérification d'identité, check, etc. Vous pouvez perdre 30 minutes sur ces vérifications et ensuite le temps de passer l'examen, vous avez 1 heure, puis etc. Et donc vous mangez en fait 2 heures sur tout ça. Quoi. Ouais, il faut prendre le temps quoi. Ne prenez pas une salle 1 heure, prenez la salle 2 heures au moins, voire 3 si vous voulez vraiment sécuriser la chose. C'est clair. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux aussi vous poser d'autres questions. J'avais en tête d'autres questions que je pouvais vous poser qui ont notamment qui peuvent ressembler à l'assertif. Donc imaginez, vous avez la question suivante. On souhaite upgrader la dernière version du provider Terraform. Quelle est la commande côté Terraform que vous allez utiliser? Donc je répète la question. Vous souhaitez upgrader la version d'un provider sur la dernière version. Quelle est la commande Terraform que vous allez utiliser? Donc à vos claviers, on va voir si certains ont déjà cette avancée, parce que c'est vrai que c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne question, on va dire. C'est typiquement la question qu'on peut te poser avec le début de la commande et on te dit l'option, c'est à toi de la mettre. Ah ouais. Tu vois? Ah, ok. Donc ça fait partie justement des fameux points, tu sais, sur la partie provider, sur la partie de comment upgrader justement un provider. Et ben, on va attendre que tu connaisses au moins l'option et la commande. Donc on a dans le chat EDNZ Live qui nous dit Terraform init-upgrade. Est-ce la bonne réponse? C'est une bonne question parce que je ne saurais même pas te dire la bonne réponse. Moi, à mon niveau, ce que je ferais, c'est dans le version.tf, changer la version du provider, si je l'avais fixé par exemple, et refaire un init, effectivement, peut-être un init upgrade. Yes, alors il y a la subtilité en effet avec les contraintes de version qu'on n'a pas parlé, mais vous pouvez en effet mettre une version max, minimum, etc. Mais la bonne réponse est en effet Terraform init-upgrade. Qui check, donc félicitations. Je crois qu'il y a une deuxième personne qui est prête à passer assertif. Oui, en effet. Donc, en effet, ça vous permet d'upgrader la version de votre provider avec les contraintes sur la version la plus haute possible. Ok. Voilà, donc ça, c'est assez important. Allez, deuxième question, tant qu'à faire. Imaginez, vous faites un Terraform import. Vous dites, vous êtes trompé. Comment on fait une sorte de rollback en disant bah, mince, maintenant que je fais un Terraform import, je veux le retirer, cette information-là du state. Là, comme ça, moi, je dirais tu fais un RM du coup. Tu vas RM ta ressource avec un Terraform state RM. Est-ce que dans le chat, vous avez une autre option, une autre idée, ou est-ce que vous validez son option? Peut-être que c'est un peu du manuel ce que je fais. C'est du bricolage en fait, je fais pas vraiment du Terraform. Je suis un bricoleur, je suis désolé. Ou alors, peut-être que il y a peut-être une option, carrément, il y aura une option qui serait, on va le savoir. Ouais. J'aime bien créer le doute, en fait. Je dirais, ou alors, ça voudrait dire qu'il y aurait une sorte de revert, un Terraform revert, un truc comme ça, quoi, un petit peu comme sur Git où tu pourrais revenir en arrière. State RM aussi, voilà, je dois être bricoleur, voilà, je pense à un truc d'informaticien, ça, le bricolage. Ah ben, en effet, c'est la bonne réponse. Allez, Terraform State RM, bien joué. On n'est pas si bricoleur que ça. À vous deux, en effet, c'est un peu le revert quand vous faites un Terraform import. Finalement, c'est écrit dans le state, une ressource en tout cas, pour qu'elle soit gérée côté Terraform. Bah, justement, le State RM, Terraform State RM, vous permet de la retirer. Donc, c'est un peu dans la logique, je dirais que c'est OK, quoi. Voilà, c'est OK. Allez, une petite dernière avant de clôturer, en tout cas,
ce live. À quoi sert la commande Terraform Console? Très peu connue. Terraform Console, je dirais que ça serait pour afficher une sorte de... Ah, en fait, je sais pas. Non, ça serait quoi? Ça serait une sorte de dashboard graphique, un truc comme ça? Donc la commande existe. Elle est très probablement sous-estimée par pas mal de gens. Ouais. Très peu de gens connaissent. Mais à titre perso, pour... je vais pas trop en dire, sinon ça va spoiler, mais à titre perso, c'est vraiment une commande qui est vraiment très, très pratique. Et ça sert à quoi? Parce que c'est vrai que moi, je m'en suis jamais servi, je crois, en fait. Hein. Et on va voir si dans le chat ça répond. On a EDNZ Live, je ne sais pas s'il a cette dernière réponse, peut-être, peut-être pas. Ah, là, comme ça, console, moi, je dirais que ça serait pour afficher... Ouais, je sais pas, une console, quoi, la logique des choses, mais t'afficherais quoi, en fait? T'afficherais peut-être le contenu de ton state, ou peut-être... Non, même pas, ce serait un state list. Donc, non, en fait, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Personnellement, je sais pas. Peut-être que le chat le sait, mais c'est équivalent d'une CLI, non pour... Donc, équivalent d'une CLI non pour TF. Évite de taper Terraform devant toutes les commandes. Jamais utilisé, en tout cas. Donc, comme je le dis, c'est sûrement la commande la plus sous-estimée de tous. J'ai l'impression que Shoni veut nous en dire tellement du bien de cette commande. Ça lance un émulateur NES dans ton provider. Donc ça veut dire, tu es en train de me dire donc que je vais pouvoir jouer à Super Mario au boulot, c'est ça? Ok. Alors, Terraform Console, c'est vraiment... Est-ce que tu vois Python? Tu as déjà fait un peu de Python? Ouais. Tu sais, quand tu tapes juste Python, oui. tu as un truc un peu spécial qui apparaît. C'est avec plein de Snake. chevrons. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu être ça. Dommage. Ça, c'était sur les vieux téléphones, tu vois. Mais pas sur le Python que l'on connaît aujourd'hui. Ça ouvre une sorte d'interpréteur en Python. Tu vois. Tu tapes 2 plus 3, ça te fait 5. Oui. Jusqu'à là, je pense qu'on n'est pas trop perdu. Et ensuite, tu tapes certaines fonctions en Python, print, entre parenthèses, chaîne de caractères. C'est une sorte de terminal, en fait. Exactement. Et ben sur Terraform, c'est pareil. C'est en fait l'interpréteur de Terraform. D'accord. Donc, vous pouvez utiliser les fonctions Terraform pour essayer justement, comment ça fonctionne, etc. Donc, ça interprète ces fonctions-là. Et ça va même aller plus loin que ça, en fait. C'est que vous pouvez aller... normalement, vous avez aussi une commande Terraform State Show ou ce genre de choses, Terraform Show. Et vous pouvez utiliser justement Terraform Console pour voir le contenu de vos ressources. Par exemple, vous tapez le nom de votre ressource, ce genre de choses, il vous affiche en fait le state de la ressource, les attributs, les valeurs, etc. etc. Okay. Donc en fait, une fois que vous avez fait un apply et que vous voulez justement savoir à quoi ressemble votre state, vous pouvez faire un Terraform Console, vous tapez le nom de la ressource, etc. Il vous affiche le state. Et du coup, si vous voulez en plus de ça construire un output, vous pouvez faire Terraform Console, utiliser les fonctions, prendre justement les valeurs de tes ressources et tester tout ça. Okay. Pour qu'ensuite, à la fin, tu fais juste un copier-coller et tu le mets dans ton output. Ouais, tu l'ajoutes comme ça. Voilà, au lieu de faire à chaque fois des Terraform Apply pour tester ton output, pour voir s'il a bien concaténé la valeur de ta ressource, etc. Tu peux le faire avec Terraform Console. Okay. Donc, je vous invite très fortement à regarder Terraform Console. C'est pour moi une de mes commandes préférées, surtout pour la partie troubleshooting ou autre. C'est vraiment très utile, c'est très très fort. Malheureusement, très peu connu de la communauté, très peu utilisé malgré sa force. Ok, nickel. Écoute. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a encore des questions dans le chat, des dernières questions avant qu'on clôture. En tout cas, je dirais qu'on est bien préparé maintenant. Enfin, on a pas mal d'infos. On a un moyen de s'entraîner déjà de manière gratuite. Je trouve ça pas mal. En français aussi. En français. D'avoir une doc complète et un tuto derrière qui nous permet de tester cette doc. Donc, je pense que c'est pas mal. On est pas mal préparé. Voilà. Toutes les cartes en main. Voilà. Encore un rappel pour les personnes qui utilisent Terraform déjà depuis quelques temps. L'assertif vous est, à mon avis, à portée de main. Donc, Yes. Et enfin, un mot de la fin. On en a parlé au début. C'est peut-être le moment d'en reparler pour clôturer. De l'Octobre Rose. Exactement. Exactement. Donc, pour rappeler, le mois d'octobre,
vous n'êtes pas sans le savoir, c'est le mois de l'Octobre Rose. Donc c'est 31 jours de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. C'est aussi le moment pour des personnes qui ne sont pas encore au courant peut-être de se renseigner dessus. Le but, c'est de sensibiliser tout le monde, d'être aussi dans cette optique d'aider, parce que le principe derrière, ça va être de pouvoir faire des dons pour les associations qui vont pouvoir continuer cette recherche et continuer ce combat qui peut tous nous toucher, de près comme de loin, on va dire. Et c'est à ce niveau-là aussi que l'entreprise donc Devoteam Revolve a mis en place un système de cagnotte qui nous permettra du coup, ou qui vous permettra aussi du coup, de mettre votre pierre à l'édifice pour cette recherche. Voilà. Voilà le fameux mot. Le fameux loup de la fin. Exactement. Donc on espère que ce stream vous a plu. En tout cas, je pense qu'on a appris pas mal de trucs. Un gros merci à la régie qui a été très nombreuse ce soir pour nous aider. Donc merci à la régie. Merci à vous tous. Et puis écoutez, à une prochaine. Mehdi, je te dis bonne soirée. Et Merci. puis à bientôt. À très bientôt.